Bienvenue à ce nouvel épisode des balados pour des compétences de pro, donc la saison 2. C'est un balado qui vise à outiller les étudiants gradués en leur apprenant sur les différentes compétences transversales qu'ils peuvent acquérir durant leur programme et qui peuvent leur être utiles durant leur parcours professionnel. Donc aujourd'hui, je vais animer ce balado avec Anna Maria, qui est à la maîtrise, et moi, Yannick Boisiz, qui est doctorant en biochimie. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Lou Bouffard, gestionnaire des coordonnateurs d'essais cliniques chez Merck Canada. Marie-Lou a un parcours riche et inspirant, passant de la biochimie à la gestion stratégique d'essais cliniques, et elle viendra nous parler de son évolution professionnelle, de ses apprentissages et des clés du succès dans le milieu de la recherche clinique. Donc Marie-Lou, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené vers la recherche clinique? Oui, merci de m'avoir invité, premièrement. En fait, c'est un peu de la chance. Je finissais mon baccalauréat, puis j'étais en cours à temps partiel. Puis je me cherchais un travail en sciences à temps partiel aussi. J'ai eu la chance de trouver un travail en étant coordonnatrice de recherche clinique au MUHC. Puis c'était un contrat de 6 mois à temps partiel. Donc c'est un peu de la chance. C'est sûr, j'ai dû faire de la recherche pour réussir à trouver un travail à temps partiel. C'est quand même plus courant d'avoir du temps plein. Mais une fois que j'ai commencé, je suis tombée dedans les deux pieds complètement. J'ai adoré. Puis même, j'étais censée, à la fin de mon baccalauréat, j'étais censée aller faire une maîtrise en sciences à Sherbrooke. Puis j'ai complètement bifurqué. J'ai décidé de commencer une maîtrise en administration des affaires à temps partiel, à distance, tout en continuant de travailler cette fois-ci à temps plein en recherche clinique. Donc c'est ça, donc tu as eu un parcours assez, donc disons, c'est pas un parcours classique, disons. Puis en fait, qu'est-ce qui t'a motivé pour aller voir en fait au niveau des opérations cliniques et de la recherche clinique? Oui, c'était surtout la flexibilité des horaires. En recherche fondamentale, généralement, les postes que je voyais, c'était pour des permanences ou pour du temps plein ou pour des personnes qui avaient fini le baccalauréat. Il n'y avait pas la flexibilité pour quelqu'un qui n'avait pas fini ses études. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu de la chance, mais c'est aussi de garder les yeux ouverts et l'esprit ouvert sur d'autres opportunités d'emploi qui peuvent s'offrir à nous. Tu parles beaucoup de la science et de ton MBA. Et c'est quoi les principaux défis de cette transition entre je suis au baccalauréat en sciences et ensuite je vais faire un MBA? Oui, c'était quand même très différent, surtout au niveau de la structure. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le vivent, là, entre le baccalauréat qui est très, très, très structuré, puis on arrive à la maîtrise où souvent c'était des cours avec un ou deux projets qui valaient pour 50% de la matière. Donc d'avoir plus ça sous forme de projet, puis moins d'examen QCM, il fallait, excuse-moi mon anglicisme, shifter la manière de penser les examens, de penser la matière. Puis, et donc ça, c'était un des premiers défis. Au début, c'était pas facile. Comment j'ai réussi à un peu surmonter cette épreuve-là, c'était, j'ai commencé avec un seul cours par session. Donc, en commençant plus lentement, je me donnais le temps d'apprivoiser ce nouvel environnement-là. Puis ensuite, avec le temps, je suis passée à 2 cours par session, puis ensuite à 3 ou 4 cours par session. Donc, c'est vraiment, je suis allée graduellement dans le changement. Puis, sinon, c'est sûr, au niveau de la matière, là, j'ai eu beaucoup de cours préparatoires à faire parce que j'avais pas de background en comptabilité ou en administration ou en gestion, quelle qu'elle soit. J'avais aucune expérience de tout ça, que généralement les personnes vont avoir. Les autres personnes dans cette maîtrise-là avaient des backgrounds qui étaient plus en administration, des bacs en administration. Donc. Puis comment est-ce que tu as
tu as su qu'il fallait pour toi que tu changes de domaine. Et si, par exemple, on a des étudiants ici qui ne sont pas trop sûrs d'où ils sont en ce moment, comment est-ce qu'on peut savoir s'il est temps de changer de domaine selon toi? Moi, je vais radoter beaucoup, mais c'est le plaisir. Vraiment, j'y suis allée avec qu'est-ce qui m'apportait du plaisir, qu'est-ce que j'aime faire. Tu penses un peu à une journée quotidienne dans ce que tu fais. C'est quoi le pourcentage de qu'est-ce que tu aimes, de qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est un pourcentage avec lequel tu es prêt à vivre? Euh, Puis en administration, ben, il y a un gros volet administratif en recherche clinique. Puis je réalisais que plus j'en apprenais sur ce domaine-là, puis plus j'avais de plaisir dans cette facette-là. Donc, j'ai dit, OK, faut vraiment que je suive ça. Je me sens passionnée par ça, donc je vais suivre ce chemin-là. OK. Donc, on peut encore continuer un petit peu sur ton changement de la science à tout ce milieu administratif un peu. Puis, je voulais plus parler de c'est quoi les qualités qui t'ont le plus aidé à naviguer ce changement-là aussi, mais aussi quelles sont les qualités que tu as développées pendant ce changement? Ben, définitivement la résilience, c'est vraiment important. Je pense que c'est une aptitude que j'ai développée tout le long de mon baccalauréat. Puis ensuite, ça m'a beaucoup aidé à naviguer. Donc, j'ai pas eu peur de me retrousser les manches, de me relever, même si j'ai eu certains moments où c'était moins facile. Puis, ça m'a beaucoup appris de vocabulaire administratif. Donc, je peux comprendre certaines discussions avec des gestionnaires beaucoup plus facilement. Puis, aussi à m'exprimer d'une manière plus corporate, plus professionnelle pour être comprise puis amener mon point. Donc, amener des outils de négociation pour être entendu puis être capable de convaincre les gens que mon idée, elle vaut la peine d'être entendue puis elle vaut la peine d'être suivie. Donc tu occupes maintenant un poste de gestionnaire, de coordonnateur d'essais cliniques. Oui. Mais juste pour notre public qui n'est pas trop familier avec ces rôles-là, c'est quoi concrètement un coordonnateur d'essais cliniques, en fait? Oui, mais dans le fond, il faut faire attention avec ça. Donc, en recherche clinique, dépendant de où est-ce qu'on est, puis donc de la compagnie ou de l'employeur, ça va avoir plusieurs noms. Donc, il va y avoir coordonnateur de recherche clinique, coordonnateur d'essais cliniques. Il va y avoir, en tout cas, il y a vraiment plusieurs types. Puis, dépendant aussi de l'endroit où on va être, ça n'aura pas nécessairement les mêmes fonctions. Donc, on peut parler au niveau d'une institution de recherche comme les hôpitaux. À ce moment-là, même dans un hôpital, ça peut avoir différents départements qui vont avoir différents rôles. Donc, généralement, ça va être des tâches plus administratives, mais vraiment pour supporter l'équipe de recherche. Donc, on peut avoir de la collecte de documents, on peut avoir de la collecte de données avec des patients, ça peut avoir vraiment plusieurs facettes, mais vraiment tout le temps dans un esprit de collaboration pour supporter l'équipe au centre. Ensuite, dans les compagnies pharmaceutiques, mais là, il va y avoir... on va un peu moins voir le patient, mais à ce moment-là, on va avoir une facette qui va être plus au niveau administratif, donc le tracking, filing, donc de pouvoir sauvegarder des documents puis s'assurer qu'on a les bons documents qui sont sauvegardés pour des raisons réglementaires. Donc, en fait, je suis au courant qu'il y a un rôle qui s'appelle aussi associé de recherche clinique. Oui. Est-ce que ça vient un peu dans la même catégorie d'emploi? Oui, donc dans le fond, souvent, même des fois les CTC, un des noms qu'on va voir sur les job descriptions, désolé encore pour l'anglicisme, Sans problème. ça va être in-house CRAs. Fait que souvent, ils vont beaucoup supporter, aller chercher des documents. Ils vont aller au centre, donc ils vont rencontrer l'équipe au centre. Ça va souvent être la personne qui va faire la liaison entre l'hôpital puis la compagnie. Et ensuite, ils vont s'occuper de faire du monitoring aussi, donc s'assurer que tout est correctement fait au centre. Donc, je vois que c'est quand même un poste d'emploi qui est assez important, imposant en tâches.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu gères la pression et les responsabilités qui sont associées à ton poste? Oui, mais dans le fond, souvent, ce que je vais faire, il n'y a pas 1 million de manières, un email à la fois, une tâche à la fois. Des fois, on a tendance à voir ça comme une montagne, puis ça nous paralyse un peu. Souvent, ce que je vais faire quand je sens, c'est de se connaître aussi. Donc, quand je sens que ça commence à me prendre puis m'empêcher d'avancer, je prends un pas de recul. Des fois, je vais dire, OK, bon, c'est le temps, j'allume ma chandelle. Je dis ça souvent à mes employés, c'est l'heure de la chandelle. Donc, je vais faire quelque chose, une activité vraiment prendre un pas de recul puis faire une activité qui te fait sentir dans le moment présent. Puis décrocher un peu du travail. Il y a quand ça devient plus intense, je vais faire du yoga, je vais aller lire autre chose qui n'a complètement pas rapport avec le travail. Vraiment prendre ce moment-là de recul. Mais des fois, on n'a pas le choix, il faut quand même faire les tâches. Là. Donc, un email à la fois. J'essaye de catégoriser aussi. OK, qu'est-ce que je dois absolument faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai le temps pour le faire? Puis, si je n'ai pas le temps, demander de l'aide. Souvent, on a les ressources, on a des collègues, on a l'employeur. Donc, c'est vraiment demander de l'aide. Puis, c'est pas mal ça. C'est ça. Donc, même si tu gères une équipe que c'est assez structuré, il y a aussi la partie humaine. OK? Donc, tu es humaine, c'est sûr et certain. Puis, en fait, en allant vers ce sujet-là, quelles compétences humaines sont nécessaires, en fait, dans ce milieu, en général? Je pense la communication. Puis, la communication, c'est tout. C'est tout en même temps. Donc, quand tu as besoin d'aide, c'est d'être capable de la demander. C'est quand tu vois que quelqu'un ne répond pas à ton message texte, offrir de faire un appel ou aller la voir en personne. C'est la proactivité des communications puis de la collaboration. Vraiment, au niveau humain, moi, je dirais que la communication, c'est la compétence. La compétence transversale la plus importante. Ah, OK, d'accord. Je ne sais pas trop si tu peux répondre à cette question vu que tu travailles dans le privé, mais j'avais une question plus générale, en gros, c'est quoi une équipe d'essais cliniques? Qui est dans cette équipe-là, en gros? Dans mon cas, mon équipe, c'est des coordonnateurs d'essais cliniques. Donc, c'est vraiment toutes des personnes qui ont le même rôle. Mais globalement, comment on voit une équipe d'essais cliniques, ça va vraiment encore dépendre de la compagnie où on travaille. J'ai déjà vu des structures où on avait des coordonnateurs, des associés, on en a déjà parlé. Ensuite, il va y avoir des gestionnaires de projet. Puis, quand on regarde, encore une fois, pour ce genre de job-là, ça va avoir un titre différent. C'est pour ça que c'est important de parler avec des gens qui travaillent à ce type de compagnie-là, puis leur demander, OK, voici ton titre, ça ressemble à quoi à tous les jours ton travail? Parce qu'il y a des endroits où ça va s'appeler, le gestionnaire de projet, par exemple, va s'appeler un CRM ou un COM ou un project manager, ou on peut avoir, ou un clinical lead, on peut avoir tellement de titres pour le même poste ou le même type de compétences ou de responsabilités. Ça va être vraiment important de parler avec des personnes qui travaillent pour cette compagnie-là pour savoir la structure, elle ressemble à quoi. OK, donc c'est assez, ça varie. Absolument. Ouais, bon. Je voulais aussi revenir en fait à ta double identité de scientifique et aussi de quelqu'un qui a un MBA. En gros, qu'est-ce que cette combinaison en fait d'avoir un MBA, un bac en biochimie t'a apporté selon toi? Ça m'a apporté une compréhension, une base de compréhension scientifique dans un monde qui est principalement administratif. Donc, c'est sûr que quand je lis un protocole, je vais comprendre les implications scientifiques qui sont derrière ce protocole-là. Je vais comprendre pourquoi est-ce qu'on veut avoir un placebo, pourquoi on va... Tu sais, tous ces aspects-là que
j'aurais probablement pu comprendre avec le temps, mais d'avoir cette... c'est vraiment un atout d'avoir cette base-là. Et ensuite, ben, la facette administrative, ça m'aide beaucoup, comme je disais, au niveau du vocabulaire, mais aussi au niveau de l'efficacité quand je fais des tâches administratives. Donc, on peut revenir un peu sur une question qui vient assez souvent dans ce domaine-là. Un étudiant en sciences, il connaît la science, mais des fois, il veut faire une formation qui n'est pas vraiment scientifique. Est-ce que tu as des conseils de comment choisir une formation qui, complémentaire qui ouvre plusieurs portes? Oui. Mon premier conseil, ce serait de voir si tu sais vers quel poste tu veux aller, de regarder les publications, puis de voir ceux qui ont ce poste-là, qu'est-ce qu'ils ont comme formation. Ça, c'est vraiment aidant. Ou qu'est-ce qui est demandé aussi sur les postes, les publications de postes. Dans le cas de la recherche clinique, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Combien de temps tu veux investir, puis combien d'argent tu peux investir dans ces formations-là. Au Québec, on a une formation gratuite qui s'appelle GCP. Puis, c'est offert gratuitement par le ministère du Québec. Donc, ça, c'est toujours, ça démontre toujours une volonté de se rapprocher de la recherche clinique. Ensuite, il y a d'autres formations pour lesquelles on peut payer. Il y a aussi des formations à l'Université de Montréal, le DESS en développement du médicament, par exemple. Là, c'est un commitment un peu plus long. Mais sinon, ben, comme je disais, moi, j'ai fait un MBA à l'Université Laval, mais ils offrent aussi des certificats de MBA, donc des certificats en administration. Donc là, ça serait 1 an au lieu de 2 ans. Donc, ça dépend. Il faut vraiment voir combien de temps, combien d'argent on a. Puis ensuite, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, c'est possible, un MBA, de le faire à temps partiel. Yep. Puis, selon toi, si je fais un MBA à temps plein ou un MBA à temps partiel, ça va me prendre combien de temps pour les deux? Oui, donc dans le fond, le MBA à temps plein, c'est 2 ans. Puis le MBA à temps partiel, moi, je l'ai fait à temps très partiel et j'ai eu beaucoup, beaucoup de cours préparatoires que j'inclus là-dedans. Puis ça m'a pris 5 ans à le faire. Okay. Donc, ça, comme je dis, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais qu'est-ce que j'ai souvent recommandé à mes amis, c'est de faire un certificat en administration. Puis souvent, plusieurs universités, qu'est-ce qu'ils vont offrir, c'est si après le certificat, tu veux poursuivre la maîtrise, ils vont te créditer tes cours de certificat. Donc, quand on est incertain, ça peut être une option aussi qui est aidante. Super. Donc, on parlait tantôt du milieu académique. Je reviens encore une fois. Les étudiants en sciences, on parle souvent, c'est ça, on parle souvent du milieu académique, mais on ne parle pas souvent du milieu industriel. Est-ce que tu as des conseils à nous donner de comment faire ce passage entre milieu académique et milieu industriel? Il n'y a pas vraiment de secret. Il faut être persévérant, il faut être patient. C'est, surtout en ce moment, dans le contexte géopolitique actuel, c'est pas un marché de l'employé. Donc, de s'informer, de se préparer. Quand on postule en quelque part, c'est vraiment de le faire complètement. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont postuler à beaucoup, beaucoup d'emplois en même temps, mais ils ne vont pas prendre le temps de lire la description ou de modifier leur CV. Donc, c'est prendre son temps, être patient, faire du networking, c'est vraiment, vraiment aidant aussi. Autant pour savoir dans quoi on s'embarque si on décide d'appliquer sur un poste, autant pour savoir c'est quoi les défis de ce poste-là, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresserait réellement, puis autant pour peut-être avoir quelqu'un qui, à force de te parler, te rencontrer, va voir quelque chose, un potentiel en toi, puis va dire, écoute, moi, j'aimerais ça te référer à ma compagnie. Donc, c'est vraiment aidant pour
plusieurs facettes de faire du networking comme ça. Ouais, le réseautage, je pense que c'est très intéressant. Ouais. Mais on va revenir là-dessus un peu plus tard. Juste pour un peu rester dans le sujet des des compétences transférables. Tu nous as parlé tout à l'heure de la communication. Quelle autre, disons, compétence transférable est vraiment intéressant et important dans le milieu pharmaceutique ou de la recherche clinique selon toi? Moi, je dirais j'avais déjà un peu parlé de la proactivité puis de la communication, la gestion du temps. C'est souvent on a plein de projets qui nous bombardent en même temps, donc c'est de savoir un peu comme je disais tantôt quand tu t'assois le matin, ok, qu'est-ce que je dois absolument faire aujourd'hui, puis qu'est-ce que je dois prioriser dans mes activités, puis bon, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais l'organisation. Oui, je l'ai dit, mais pour développer là-dessus, c'est juste que quand on est organisé, justement, on gère bien notre temps. Donc, comme toutes excuse-moi, compétences, j'ai juste le mot en anglais dans ma tête, toutes ces compétences transférables-là, elles travaillent vraiment ensemble. Donc, c'est vraiment ces 4-5 compétences-là mises ensemble qui fait qu'on arrive à être efficace dans notre travail. Ton rôle, il implique beaucoup de coordination. Comment tu gères ton temps et tes priorités là-dedans? Généralement, pour savoir si quelque chose est prioritaire ou pas, je me demande toujours c'est quoi l'impact sur le patient. Ça, je vais toujours revenir à ça. S'il n'y a pas d'impact sur le patient, souvent je vais dire je pense que ça peut attendre à demain ou la semaine prochaine. Ensuite, tout ce qui va avoir une date butoir, pour moi, c'est vraiment important. Je suis quelqu'un qui est concentré, focusé sur les résultats. Donc, aussitôt qu'on me donne une date butoir, je vais le mettre dans mon agenda, puis je vais me faire dépendant du temps que j'ai, je vais me faire des rappels dans mon agenda, puis m'assurer que ça avance au rythme auquel je pensais que ça allait avancer. Puis, un peu justement pour liaiser avec le MBA, ça apprend beaucoup aussi à gérer un projet, mais chaque tâche qui arrive, c'est un peu comme des mini-projets. Donc, inconsciemment, je me fais des petits diagrammes, je me demande, OK, c'est quoi le facteur limitant dans cette tâche-là pour que je puisse la compléter, puis je mets la majorité de mon énergie dans cette tâche-là. Moi, je dirais généralement, c'est comme ça que je fais pour gérer mes priorités, mais aussi mon temps au travers de ces priorités-là. OK, donc si je résume bien, tu utilises beaucoup ton agenda, bien sûr. J'imagine qu'il n'y a aucun doute avec ça, mais tu as d'autres méthodes sur le côté, comme tu m'as parlé de ton diagramme pour bien organiser en fait tes priorités et ton temps. Est-ce que tu aurais autre chose comme méthode ou technique pour nos étudiants en fait, pour bien gérer leur temps et pour bien apprendre à gérer leur temps, bien sûr? Oui. On m'appelle aussi Madame Checklist. Là, donc, j'ai des checklists pour un peu tout. Là. Ça m'aide justement à suivre la progression. Mais sinon, des outils. Mais moi, je pense personnellement qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on expérimente. Donc, des fois, de sortir de sa zone de confort, puis d'accepter un projet supplémentaire, que ce soit lié aux études ou non, ça peut aider. J'ai beaucoup de mes aptitudes en gestion de temps et organisationnelle que j'ai acquises lors de mon baccalauréat. Je t'en avais déjà parlé. Au baccalauréat, bien évidemment, j'avais mes études. Je travaillais aussi à temps plein. J'étais sur le comité étudiant pour aider à plusieurs organisations d'événements. Puis, en plus, j'étais dans le comité de musical de l'Université de Montréal. Donc, j'étais dans plusieurs comités. J'avais plusieurs projets à gérer en même temps. Puis, ça, c'est de l'expérience concrète que j'ai pu, de laquelle j'ai pu apprendre, mais aussi quand je suis arrivée en entrevue, j'avais des exemples concrets de comment est-ce que j'avais pu naviguer en toutes ces différentes facettes-là de ma vie. Et donc, même si ce n'est pas des expériences professionnelles, ça a pu te servir pour
démarrer ta carrière? Oui, absolument, absolument. Je me souviens de ma première entrevue, puis dans la description de poste, ça demandait de l'expérience en gestion de projet. Puis je me souviens, j'ai dit, ah mais oui, moi je gère plein de projets, je suis pas payée pour ça, mais je les gère. OK, c'est bon. Donc, Puis les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc quand tu gères un projet, puis même si t'es pas rémunéré ou c'est pas professionnellement, quand le résultat c'est que, par exemple, le bal de graduation a pu avoir lieu à un prix compétitif avec tout ce qu'on voulait, ben c'est un résultat positif de cette capacité-là que j'avais de gérer. Donc, tu parles beaucoup de gérer son temps, plusieurs projets et tout. Moi, ça me rappelle un peu l'équilibre, comme on cherche un peu la balance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu trouves cet équilibre entre performance, bien-être et leadership? Pour moi, j'ai pris mon temps pour ça, à comprendre, mais j'ai appris un peu de moi-même et des autres. Et je ne crois pas en overtime. Donc, pour moi, ma priorité, je comprends que c'est une balance qu'il faut avoir à un certain moment donné. Tu veux performer un minimum pour pouvoir continuer à travailler où tu travailles. Mais pour moi, la priorité, c'est la balance, l'équilibre de ma vie personnelle. Donc, ça, ensuite, c'est une décision personnelle. Je pense à chacun de savoir c'est quoi leur priorité. Donc, puisque ça, c'est ma priorité, à chaque fois que j'ai cherché un emploi, j'ai dit, voici mes conditions. Est-ce que vous remplissez ces conditions-là? Et s'ils ne les remplissaient pas, eh bien, une entrevue, c'est eux qui nous passent en entrevue, mais c'est aussi nous qui les passons en entrevue. Donc, si c'était pas aligné avec mes valeurs, je n'allais pas de l'avant avec les entrevues. Puis ensuite, au niveau de la performance, généralement, on a parlé déjà beaucoup de communication, mais c'est quand je voyais que j'allais pas rencontrer les objectifs de performance, j'avais un appel avec mes patrons, puis je leur demandais, voici si on continue à ce rythme-là, j'y arriverai pas. Est-ce que tu peux me supporter là-dedans? Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que, voici combien de temps ça me prend faire ces tâches-là? Est-ce que c'est normal? Des fois, on garde tout ça à l'intérieur, puis on se dit, ben oui, c'est normal que ça me prenne 2 heures envoyer un email, mais peut-être qu'il y aurait une manière plus efficace de le faire. Puis c'est en parlant, soit avec le patron, soit en parlant avec ses collègues aussi. Hey, c'est-tu normal que ça me prenne 2 heures envoyer ce email-là? Combien de temps ça te prend, toi? Puis qu'est-ce que tu fais pour que ça soit plus rapide? Donc, en étant transparent, puis en parlant, en fait, exactement de ce que tu vis avec les gens avec qui tu travailles, ça te permet vraiment de comprendre la réalité des choses. Des fois, on va avoir ce petit syndrome de l'imposteur qui se dit, on se dit, ah, je performe pas assez bien, je fais pas bien assez les choses, mais si ça se trouve, tout le monde est dans le même bateau, disons. Exactement. Souvent, on réalise qu'on vit toute la même situation. Mm-hmm. Puis, en fait, j'aimerais juste retourner tu nous parlais durant ton bac, tu étais dans 12 000 associations en même temps. Tu devais faire ton bac, travailler à temps plein, tu devais aller sur la Lune, il y a plein d'affaires. Donc, toi, en tant qu'étudiante au bac, parce que je sais qu'il y a des étudiants en bac dans le public, comment est-ce que tu t'arrivais justement à sauter d'une fonction à une autre c'est ça. Comment tu as survécu? C'est ça la question. Bien, pour le baccalauréat, pour moi, c'était une nécessité pour pouvoir me rendre à mes fins. Donc, pour le type d'emploi que je voulais occuper. Donc, ça, c'est un peu quand des fois, on a un travail pour pouvoir avoir un salaire, pour pouvoir payer les choses autour de nous. Donc, le travail, c'était une nécessité pour pouvoir payer les études. Puis, les études, c'était une nécessité pour pouvoir faire un travail que j'aime. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que c'était pas toujours plaisant pour moi. Puis, dans le cas des associations étudiantes,
je m'impliquais parce que c'était un peu comme ma bouée de sauvetage. Pour moi, c'était le moment où je m'impliquais dans quelque chose qui me passionnait vraiment. Puis à ce moment-là, tu sens moins que tu travailles, tu sens moins les heures que tu mets dans ces efforts-là parce que c'est plaisant. C'est presque rendu une activité comme quand on va lire un bon livre ou quand on s'en va faire du karaoké le soir. Pour moi, c'était plaisant. Donc, c'est comme ça que j'ai survécu. En fait, ça me rajoutait pas une tâche, ça m'aidait à mieux survivre les autres tâches qui étaient obligatoires. Et donc, durant tes implications différentes, tu n'étais pas en mode survie et ça te permettait de recharger un peu tes batteries en même temps d'être productif. Donc, OK. Absolument. C'est ça. Pas survivre et tout, c'est quand même... On a des trucs qui nous aident à survivre quand c'est pas la survie qui nous le demande de le faire. Donc, on a parlé précédemment du réseautage. Ça, j'imagine que c'est un truc qu'il faut pas faire pour survivre, mais c'est quand même un truc assez le fun à faire. Est-ce que tu aurais des conseils à nous, puis au public aussi, de comment tu développes et entretiens un peu ce réseau professionnel, surtout en début de carrière? Oui. La première chose que je dirais, c'est de ne pas être gêné d'aller voir les gens. Puis même si la personne ne te connaît pas sur LinkedIn, mais généralement, si elle ne veut pas te parler, elle ne va juste pas te répondre. Donc, c'est très rare que quelqu'un va te rejeter. Puis, en fait, dernièrement, j'étais à un événement de réseautage. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, pas à moi personnellement, aux personnes qui parlaient, il y a personne, tout le monde aime parler de soi. Donc, généralement, quand on va voir d'autres personnes, on dit « Hey, qu'est-ce que tu aimes de ta job? Qu'est-ce que tu n'aimes pas de ta job? » Pour eux, ça fait un petit velours. Tu sais, ça les flatte. Puis, généralement, ils vont accepter de parler de qu'est-ce qu'ils font puis de ce qui les anime. Des conseils que je donnerais quand on rejoint des personnes comme ça qu'on ne connaît pas, c'est surtout de dire « Ah oui, pas trop de temps. Tu sais, est-ce que je peux avoir 10-15 minutes de ton temps? » Parce que des fois, ça fait peur un peu. On dit « OK, est-ce que ça va s'éterniser? Ça va être une conversation d'1 ou 2 heures. » Donc, dire « Ah oui, ça peut être juste 10-15 minutes de ton temps. J'ai des questions sur ton rôle. » Ou je trouve, comme Yanni a fait avec moi, je trouve ton parcours vraiment intéressant. C'est flatteur. Donc là, ça donne le goût, mais c'est sûr de partager son expérience. Donc, de ne pas être gêné, d'aller vers les gens, mais aussi avec purpose, avec une attention, une voix. De ne pas juste écrire aux gens comment choisir plein au hasard, puis là, d'en envoyer 100 d'un coup. Vraiment dire, écoute, ça, c'est un point qui m'a parlé de ton profil. Est-ce qu'on peut parler pendant 10-15 minutes de ce point-là? Puis, comme ça, on voit aussi que l'intérêt, il est réel. Puis, ça donne encore plus le goût de partager son expérience puis de prendre le temps de s'asseoir avec cette personne-là. Donc, il faut être un peu un fanboy, un fangirl. Pas trop, là. mais par expérience, 10-15 minutes, souvent, ils durent beaucoup plus longtemps que ça. Et ça fait des très belles discussions. Là. L'important, je pense, c'est vraiment que ça soit très... c'est ça, comme tu as dit, il faut qu'il y ait de l'intention, il ne faut pas que ça soit un message que tu envoies à 12 000 personnes et automatisé. Il faut au moins le personnaliser un minimum. Puis, en fait, je connais beaucoup d'étudiants qui se disent qui vont déranger en fait les professionnels en les contactant. Un étudiant qui te contacte, toi, on va dire, sur LinkedIn, après ce podcast. Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu te sens quand tu vois un étudiant qui vient te voir, en fait, ou qui vient te poser des questions? Bien, personnellement, ça me fait plaisir. Je réponds toujours. Des fois, ça me prend du temps. On est occupé, gestion de temps. Mais ça me va toujours me faire plaisir. Je réponds tout le temps. Puis souvent, j'aime ça aussi. Plusieurs personnes se sont trouvées des emplois après. Puis j'aime ça quand ils m'écrivent personnellement pour me dire « Hey, en passant, j'ai réussi à trouver tel emploi dans tel domaine. » Tu sais, ça fait la petite attention supplémentaire. Puis, non, j'aime ça. J'ai pas d'autre manière de le dire. J'aurais aimé ça que quelqu'un soit là pour moi puis me le dise. J'aurais aimé ça pendant mon bac, pas être gênée, puis aller voir
les gens sur LinkedIn ou pendant des soirées de réseautage, puis parler avec eux autres. Puis c'est quelque chose sur quoi j'ai beaucoup appris. Puis aujourd'hui, je vais encore à des soirées réseautage. Puis je me retrousse les manches, puis des fois, je me sens un peu intimidée parce que la personne, elle a un parcours de 65 ans dans le domaine. Puis je me dis, OK, non, je vais quand même aller dire bonjour, je vais aller dire merci d'avoir présenté. Puis oui, je trouve ça beau de voir ce courage-là aussi. Puis, en fait, c'est ça. Donc, tout est dans la façon dont on t'aborde aussi, bien sûr. Hein. Donc, si on t'envoie un message privé, on te dit, on t'appelle Stéphanie ou quelque chose, là, donc là ça devient un problème. Puis, c'est ça. Donc, tu nous as parlé de LinkedIn comme façon de se faire, de se faire voir par des professionnels, disons. Est-ce que, donc tu nous parles de tes soirées réseautage, est-ce que c'est des soirées qui sont ouvertes au public? Donc, en fait, je te pose des questions comme ça parce que je me mets un peu à la place d'un étudiant qui a absolument aucune idée de ce qu'il y a devant lui, des différents postes qui peuvent venir après un bac en biochimie. Donc, est-ce que, c'est ça, comment est-ce qu'un étudiant peut trouver ces soirées réseautage-là, disons? Souvent, c'est du bouche à oreille. C'est sûr, moi, je peux donner le nom de quelques soirées réseautage qui sont ouvertes au public, mais c'est des billets payants, là. Donc, il y a le PMCQ, il y a Women in Bio, par exemple, il y a le Biocoalition. Mais généralement, comment moi j'en entends parler, c'est du bouche à oreille. Donc, plus tu vas aller à des soirées réseautage, plus tu vas connaître des soirées réseautage qui existent. Puis, des fois, on peut juste faire une petite recherche LinkedIn, Google, Facebook, n'importe quoi, puis écrire réseautage ou networking. Puis souvent, on va trouver des choses. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils ont trouvé des soirées réseautage à Montréal, près de chez eux, en naviguant sur Facebook. Donc, on ne sait jamais. Tu sais, garder les yeux ouverts, puis faire des recherches. Donc, on parlait beaucoup de réseautage et tout, mais comme tout présentateur, il a beaucoup de personnes qui viennent après lui parler et tout. Puis c'est un peu aussi la même chose avec le CV. On a quelqu'un qui est dans les ressources humaines, il reçoit beaucoup de CV. Est-ce que tu as des trucs à nous donner pour nous démarquer des autres CV et des autres personnes pour réseauter et tout? La manière dont moi j'aborde ça toujours, c'est en regardant la description du poste. Il faut vraiment aller un point à la fois dans les tâches ou les aptitudes ou compétences qui sont demandées. Puis se demander, est-ce que moi, dans ma vie, j'ai déjà fait cette tâche-là? Est-ce que j'ai déjà démontré cette compétence-là? Puis, à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas besoin d'être pendant tes études ou pendant un travail. Ça peut être pendant un loisir. Puis, c'est de le démontrer puis de le marquer sur ton CV. Puis d'avoir des exemples concrets, prêts en poche pour que si jamais on reçoit une entrevue, on est prêt à montrer qu'on a fait les liens. Donc, non, peut-être que j'ai jamais organisé une banque de données dans Excel. Mais j'utilise Excel depuis 10 ans pendant toutes mes études et voici ce que j'ai fait. Et voici ce que j'ai fait comme... que j'ai suivi comme formation Excel ou en statistique. Donc, démontrer vraiment les aspects qui entourent cette aptitude-là ou cette tâche-là. Encore une fois, pas besoin d'expérience professionnelle. L'important, c'est comment on se vend aussi. Ça, je pense que ça montre aussi la manière dont on pense, donc notre façon de penser quand on entre dans une entrevue. C'est pas juste de dire oui, j'ai fait ça, juste de répéter son CV, mais vraiment de démontrer que on a les compétences qui sont nécessaires dans le poste sans nécessairement avoir eu des années d'expérience dans ce poste-là. Absolument. Ouais. Puis, tu sais, même si on coche pas toutes les boîtes, mais si c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment, il faut s'essayer. Parce que même si on l'a pas,
Ça va donner une pratique d'entrevue, ça va donner une pratique de CV, ça va donner une pratique de lettre de motivation. Donc, si c'est vraiment quelque chose, de ne pas faire ça pour tous les postes, mais si c'est un poste vraiment où on se voit, où on pense qu'on pourrait être passionné, de s'essayer. Okay. Puis, disons, donc là, on a parlé de l'entrevue, comment se vendre, comment bâtir un bon CV. Disons que j'ai appliqué pour un poste et on m'a pris pour une entrevue. Comment est-ce que je me prépare, en fait, pour cette entrevue-là? Ben, je peux vous dire comment moi je me prépare. C'est ça qu'on veut. J'ai pas le secret tout gardé, là. Moi, j'utilise beaucoup le AI. C'est bon. J'utilise ChatGPT et ce que je fais généralement, je vais lui demander voici mon background, voici ce dans quoi je veux postuler. Où est-ce que tu verrais un manque entre les deux postes? Puis, quel type de questions tu me poserais si tu étais la personne qui me passe en entrevue? Puis, généralement, ça va te sortir des questions super classiques. Puis, dans ma poche, encore une fois, j'ai 3, 4, 5 scénarios qui peuvent fonctionner pour plusieurs des questions. Et comme ça, je suis prête. Je ne vais pas me dire « ça m'est jamais arrivé ». Puis, c'est correct de dire « ça m'est jamais arrivé », mais dire « mais si ça m'arrivait, par contre, voici ce que je ferais ». Donc, toujours être prêt à montrer que tu es capable de faire les liens entre ce qui est dit, ce qui est demandé, puis ton expérience antérieure. Donc, on parle un peu de l'entrevue et tout. Puis souvent, à la fin de l'entrevue, il y a les personnes qui t'interviewent qui vont demander est-ce que tu as des questions à nous poser. Quel type de questions est-ce qu'on devrait poser pour vraiment pouvoir se démarquer un peu plus? Je ne sais pas si vous allez vous démarquer si je vous donne mes questions puis que tout le monde les utilise dans leur entrevue. Mais mes questions préférées, c'est sur la gestion de la performance. Comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment orienté sur les résultats. Donc, pensez à vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur quand vous travaillez? Comme je disais, dans mon cas, c'est la gestion de la performance. Donc, je vais demander comment est-ce que vous savez si je performe ou pas dans mon rôle? C'est quoi vos KPI, par exemple? Donc ça, c'est ma question classique. Je vais toujours l'utiliser parce que je sais que c'est quelque chose qui est proche de moi. Une autre question que j'adore poser, c'est comment est-ce que vous faites le onboarding process? C'est quoi le type de training que vous allez donner à un nouvel employé qui commence? Est-ce qu'on va avoir un mentor? Est-ce que comment ça fonctionne? C'est quoi la durée qu'on peut voir? Puis ça démontre que je suis prête, vous pouvez m'engager, mais aussi que si jamais je suis engagée, je vais être prête mentalement. Ma première journée, je vais déjà avoir un plan en tête. OK, je sais que c'est censé prendre telle quantité de temps. Puis, OK, je sais qu'on va m'assigner un mentor, donc je peux attendre. Ça t'aide à te situer déjà. Donc, c'est gagnant-gagnant. Autant ça te prépare à la potentielle future job, et en même temps, ça leur démontre que tu as vraiment un intérêt, donc tu n'es pas juste là pour passer une entrevue pour c'est ça, essayer de te vendre puis croiser les doigts. Tu penses nécessairement à l'emploi après. Absolument. Et honnêtement, je trouve que la manière dont tu as expliqué en fait la préparation d'entrevue avec l'intelligence artificielle, c'est extrêmement important. On a des outils maintenant qui nous permettent vraiment de bien se préparer. Et si je peux ajouter quelque chose là-dessus, ChatGPT, c'est excellent, et comme elle a dit, pour préparer des potentielles questions d'entrevue, mais il y a aussi l'outil, on peut en fait parler à ChatGPT directement, donc faire une sorte de simulation d'entrevue en donnant tout le contexte possible. Comme ça, ChatGPT peut même nous surprendre avec des questions qui peuvent revenir à l'entrevue sans qu'on y ait pensé. Donc, honnêtement, c'est un excellent outil. Donc, écoutez, merci beaucoup, Marie-Lou. C'était super intéressant. Donc, si on a des questions dans le public, vous pouvez venir au micro pour poser vos questions. C'est ça. Si vous voulez, vous pouvez y aller. On va en prendre quelques-unes.
Salut Marilou, merci pour cette très belle entrevue. On a vraiment bien appris avec toi ce soir. J'aurais 2 entrevues. Ça va être des choses que vous avez abordées. Tu veux dire 2 questions? 2 questions. Ouais. Puis- Correct. Donc, deux questions, des choses que vous avez abordées, mais que j'aimerais aller plus en détail. Donc, pour vous, est-ce que le MBA, c'est une nécessité ou un atout pour le milieu industriel? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième question, souvent, le plus dur pour un étudiant pour faire la transition de l'académique à l'industrie, c'est ces étapes d'aller chercher, trouver et réussir le processus de recrutement. Donc, vos conseils que vous avez donné beaucoup, mais si vous avez à synthétiser, principalement pour réussir ce processus. Je vais commencer par celle-là parce qu'elle est plus complexe. Okay. Vraiment d'être patient, d'être persévérant. Un peu, j'en ai déjà parlé un peu, mais c'est surtout de voir des personnes, parler avec des personnes qui ont déjà, sont déjà dans l'industrie. Puis, c'est vraiment du cas par cas, dépendant de quel type de position vous voulez. Puis, c'est vraiment ça qui va aider à aiguiller vos recherches ou le type de formation supplémentaire ou quoi que ce soit pour vous démarquer que vous allez faire. Le plus difficile dans l'industrie, c'est de mettre un pied dans la porte. Je suis consciente de ça. Moi, j'ai commencé à l'hôpital. Ça fait en sorte que le chemin est plus long, mais j'avais déjà un peu d'expérience en recherche clinique à cause de ça, même si ce n'était pas de l'expérience en industrie. Donc, des fois, moi, j'appelle ça des stepping stones. Des fois, de prendre un pas vers de côté, je dirais, pour aller peut-être pas à ton choix numéro 1 en premier, mais de bâtir cette expérience-là, ça peut aider. Puis pour le MBA, c'est pas... excuse-moi, ça répond à ta question. OK. Pour le MBA, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Je connais plein de gens. Je veux dire, moi, j'avais pas fini le MBA, puis j'ai eu plein de postes, de positions où ils disaient preferred, préféré avec un MBA, mais j'en avais pas de MBA à ce moment-là et j'ai quand même été sélectionnée. C'est sûr, comme je disais tantôt, en ce moment, c'est un contexte géopolitique très difficile. Donc, si à candidat égal, évidemment, s'ils préfèrent avec un MBA, ils vont choisir la personne qui a un MBA. Donc, non, c'est pas nécessaire. Puis, ça va vraiment dépendre du contexte économique au moment où tu décides d'appliquer. Mais c'est sûr que ça m'a énormément aidé. Puis, si un jour je suis dans un contexte où je cherche un autre emploi, je sais que ça va être un réel atout dans mon CV. Je regrette pas du tout. C'est ça. Répond. Philippe Lampron, responsable de laboratoire biochimie. Ça me tentait de dire ça, je trouvais ça fait cool. Non, en fait, merci beaucoup, Marie-Lou, de ta présence avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir de t'avoir comme invité, que ce soit dans les événements de carrière ou comme ça, une activité comme celle-là pour les balados. J'ai une question peut-être un peu plus terre à terre dans ton day-to-day. Marie-Lou, la gestionnaire de coordonnateur, elle fait quoi là, concrètement dans une journée? Ça ressemble à quoi une journée dans ta vie? C'est difficile de répondre à ça. Faudrait regarder ma description de poste sur LinkedIn. Je peux pas vraiment en parler plus, malheureusement. Ah oui, à cause des... Oui. Mais est-ce que tu as la possibilité de faire du travail hybride? Est-ce que tu es plus souvent en télétravail? Est-ce que tu vas être des fois sur la route? As-tu des rencontres, j'imagine, oui, au bureau aussi? Dans mon cas, je suis hybride. Je travaille... ça dépend des semaines, mais je suis en hybride. Puis, mais ça dépend des rôles aussi. Chaque rôle va être différent. Donc, mais moi, en ce moment, ouais, je suis en hybride. Merci. Désolée. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais remercier Marie-Lou pour des excellentes paroles,
de sagesse qu'elle a donné maintenant. J'aimerais juste revenir un peu sur les comités ou les activités auxquelles tu participais à l'université, parce que étant membre du conseil exécutif de mon asso, ça m'arrive aussi des fois d'avoir beaucoup de choses à organiser et tout ça, mais c'est surtout sur la partie leadership, si ça a un peu de sens. J'imagine, là, dans ton poste, tu dois aussi faire preuve de leadership, c'est à un autre niveau aussi. Et j'aimerais te demander qu'est-ce que tu as fait ou à quoi tu as eu affaire, mettons, qui t'a permis de développer cette capacité-là, premièrement à l'université et qui te sert encore aujourd'hui. Oui, c'est une bonne question, merci. Oui, en effet, il fallait que j'aie des expériences de leadership, mais quand j'étais mon travail, quand j'étais au baccalauréat, je travaillais pour l'Université de Montréal pour l'unité du développement durable, puis je gérais une petite équipe de bénévoles. Donc, si on peut gérer un groupe de personnes qui ne se fait pas payer, généralement, si tu arrives à motiver des gens qui ne sont pas rémunérés, c'est plus facile de motiver des personnes qui sont rémunérées. Donc, je dirais, moi, personnellement, c'est ça l'expérience que j'ai eue en leadership qui était la plus frappante. C'est l'exemple que j'ai toujours donné en entrevue de mon type de leadership, que j'arrive à motiver des troupes non rémunérées. Mais même quand on travaille dans une asso, on peut... On développe ce type de leadership-là aussi. On prêche par l'exemple, on prévoit des activités, on motive les gens à venir à ces activités-là. Souvent, les assos, c'est tous des bénévoles, encore une fois. Là, donc, c'est un peu le même principe. Merci Marie-Lou, pour ta présentation. Je sors un petit peu de ce dont on a parlé. Puis toi qui as déjà embauché des gens ou qui embauche des gens, c'est quoi ton avis sur la pertinence des lettres de motivation à l'heure de l'intelligence artificielle générative? Est-ce que tu les lis? Est-ce qu'on devrait les utiliser, ces outils-là, pour les écrire? Ou tu t'en rends pas compte? Je ne sais pas si j'ai le droit de répondre à cette question-là, malheureusement. Je peux parler de mon expérience personnelle avant d'être dans cette position-là. Je peux dire que quand j'ai appliqué à toutes mes positions, j'ai toujours attaché une lettre de motivation, sauf à la dernière à laquelle j'ai appliqué et pour laquelle j'ai utilisé le AI. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais... Ouais, c'est bon. Désolée. Bonjour. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Est-ce que je parle trop haut? Ça va recommencer? OK. Merci, Marie-Lou, pour toutes tes explications, tes descriptions. J'en ai des questions. Il y en a quelques-unes, là, on verra selon comment ça coule. On a parlé tantôt un peu tu as parlé des KPI, de comment tu mettais comment tu essayais de t'arranger quand tu avais toi-même, proactivement, là, tu sentais que tu n'allais pas pouvoir délivrer. Côté recherche, je pense aux étudiants gradués qui sont dans la salle ou qui vont écouter ce podcast. Eux sont dans un environnement un peu moins... c'est très collaboratif, mais ils ont un superviseur, une superviseur. C'est un milieu très performant aussi, très compétitif, la recherche. Est-ce que tu as des outils ou des conseils à donner à ce genre d'étudiants qui, à un moment donné, vont se rendre compte? Là, on a tous eu, à un moment donné, dans les études graduées, où on se rend compte qu'on est vraiment plus tard qu'on pensait, vraiment plus en retard, vraiment débordé. On sait qu'on a une conférence ou une réunion qui s'en vient dans pas longtemps, puis on sait qu'on va arriver, puis on sera pas prêt. Ça arrive aussi dans le monde professionnel, de toute façon. Est-ce qu'il y a des outils que toi, tu te rends compte personnellement, puisque tu as sûrement tes petits charts, tu suis ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses ou d'autres façons d'approcher le problème que tu pourrais transmettre? Juste pour être sûr de comprendre la question, c'est plus comment est-ce que je me rends compte plus d'avance que je suis en retard ou comment je fais pour rattraper mon retard? Comment tu l'approches? Ouais. Une fois que tu te rends compte, quand tu vas en parler, sachant que c'est difficile d'aller parler à son directeur de thèse ou de maîtrise.
je pense que la transparence, c'est vraiment important tout au long. Donc, d'avoir des check-ins réguliers. Donc, quand on arrive à cet endroit-là, j'ose espérer que ce ne sera pas trop une surprise. Mais si, par exemple, ça fait très longtemps, tout le monde était en vacances, pas en même temps, puis on va dire que on s'en est rendu compte dernière minute, je pense vraiment que c'est de le montrer, encore une fois, d'une manière collaborative. Voici, je suis en retard, voici ce qui reste à faire, je n'arriverai pas dans les temps. Est-ce qu'il y a une manière d'avoir du support ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me montrer une manière plus efficace de faire la chose? C'est vraiment, tu veux pas arriver avec seulement le problème, tu veux arriver avec la solution aussi. Donc, d'arriver avec ce genre de, écoute, j'y ai pensé, c'est moi, je m'en suis juste rendu compte maintenant, là. J'y ai pensé, voici ces avenues-là qu'on pourrait faire. Donc, support d'autrui sur la manière d'effectuer le travail, support d'autrui pour faire une partie du travail, mais aussi voir, est-ce que dans mes priorités, je peux faire un shift? Est-ce qu'il y a d'autres projets ou tâches sur lesquelles je travaille que elles, bon, maintenant, je le sais d'avance, je peux les tasser pour être capable de me rendre à cette tâche-là au temps. Donc, d'arriver avec ce type de... Là, tu sais, je viens de donner 2-3 solutions. Ça va montrer ton ouverture, que justement, tu y as réfléchi. Tu ne fais pas juste lâcher ton problème sur le directeur de recherche, mais aussi que, comme je disais, tu apportes une solution, puis un support. Tu l'aides à t'aider, dans le fond. Ouais, et dans ce cas-là, une grande partie de la façon dans laquelle tu peux être proactif, c'est parce que dès le début, tu t'es mis plus ou moins deadlines personnellement ou avec ton superviseur ou ton directeur. Absolument. Puis de savoir c'est quoi les étapes limitantes, puis vraiment c'est ces étapes-là qu'il faut que tu regardes de manière plus attentionnée, puis de dire, OK, elle, si je ne l'ai pas fini avant telle date, je le sais que ça ira pas bien. Puis aussi, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais mettre des buffers. Là. Moi, si je sais que ça me prend 1 mois à faire ça, bien, si j'ai le luxe, je vais peut-être me mettre 1 mois et demi dans mon agenda. Ça dépend, on n'a pas toujours ce luxe-là. Des fois, les projets arrivent tellement rapidement, puis à intervalles tellement réguliers, tu n'as pas le luxe. Mais si tu es capable, de mettre des buffers. Ouais. OK, cool, très bien, j'aime ça. Merci. Je vais avoir une autre question, plus côté CV et entrevue. En fait, je pense tu l'as déjà abordé un peu, là, mais je veux juste mettre les mots dessus. Quand tu prépares un CV, une lettre d'intention, on vient d'en parler tantôt, là, de motivation, oui, tu te sers de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça te prend moins de temps que ça te prenait de temps avant. Mais la façon dont tu le décris, c'est quand même assez long. C'est un processus un peu fastidieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément l'idée de combien de temps il faut mettre sur juste une application. Est-ce que juste pour avoir une idée un peu plus concrète pour ceux qui sont dans le processus en ce moment? Moi, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Puis, j'en ai fait beaucoup des CV, j'en ai fait beaucoup des entrevues. Puis, je dirais, ma préparation à l'entrevue, là, on parle, j'ai l'entrevue, là, même pas le CV, juste la préparation à l'entrevue, je dirais que ça me prend en moyenne 15 heures. Fait que 2-3 jours. Là. Ouais. Oui, absolument. Puis, après ça, c'est sûr qu'avec le temps, on peut réutiliser des questions ou des réponses. Mais si c'est la première fois qu'on applique sur un type de poste, il faut préparer les scénarios. Tu sais, les 6 scénarios que tu as dans ta poche. C'est sûr, moi, je suis pas à l'aise ça paraît pas aujourd'hui, je suis pas à l'aise à parler devant des gens. Donc, quand j'arrive en entrevue, je tremble, je sue. Mes entrevues, souvent, sont en anglais. J'oublie comment parler en anglais. Puis là, aujourd'hui, j'ai la misère à parler en français, ça va bien. Mais donc, c'est juste pour dire, faut les préparer. Faut pas seulement que tu les ailles sur une feuille, tes 5 histoires dans ta poche. Il faut que ça devienne seconde nature. Il faut que, dépendant n'importe quel thème qu'ils vont aborder, tu saches ce thème-là est lié à ce scénario-là. Puis il faut que tu sois rapide à répondre, puis à aller ouvrir ton bon tiroir de mémoire, puis que ça devienne tellement de seconde nature que même si tu ne sais plus parler anglais, puis que tu balbuties, puis que tu sues, tu es capable de la sortir en entrevue, cette histoire-là. Puis ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui... OK, tu demandes à ChatGPT d'écrire ton histoire, puis ça s'arrête là. C'est pas ChatGPT qui va écrire ton histoire. ChatGPT va t'écrire des questions,
Puis ensuite, même, tu pourrais demander, est-ce que cette réponse-là est bonne? Mais tu ne devrais pas demander à ChatGPT de t'écrire une réponse parce que là, tu vas l'apprendre par cœur. Ce ne sera plus ton histoire, ça va être l'histoire de ChatGPT. Puis ça sent quand on parle avec quelqu'un si c'est ton histoire ou pas. Puis si ça a été vécu pour vrai ou pas. Ouais. Aussi. Merci. Je trouve ça très cool. En gros, tu n'arrives pas en essayant, disons que tu wing ton entrevue, puis il n'y a pas de problème. Là. Ça se fait pas, ça. Oh non. J'aime non. ça. En tout cas, pas pour moi. Pas pour moi. Il y a des gens qui ont cette personnalités. aptitude-là, mais non. Moi, c'est quelque chose sur quoi je travaille. Puis justement, ce soir, c'est pour moi une opportunité de développement. Donc, éventuellement, plus tard, je vais pouvoir dire, OK, oui, je suis peut-être pas à l'aise de parler devant beaucoup de personnes, mais voici ce que je fais pour devenir plus confortable dans cette tâche-là. Donc, quand on sait dans quelle direction on va, on peut trouver les outils pour développer ces aptitudes-là, que ce soit à l'école ou au travail ou dans une soirée carrière comme aujourd'hui. Cool. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on arrive un peu... Ouais, une autre question. Ah! Ouais, une autre Ouais, l'autre question. question. On l'a pas vu. Ouais, merci beaucoup pour la présentation et tous les sujets que tu as pu couvrir durant cette heure. En fait, j'ai une question un peu... sur plusieurs sujets, vous avez parlé, mais en une question. On a parlé beaucoup de gestion de temps, choisir quoi développer comme compétences transversales, par exemple, à travers ces expériences-là. Mais ça arrive dans tes parties de vie, genre durant faisant un bac, tu as des cours, tu as des heures que tu dois faire, ou tu es en grind, en bon anglais, durant tes projets de doctorat. Mais l'opportunité se présente et c'est le moment qu'on doit décider est-ce que cette opportunité ça vaut la peine en raison de le temps qu'on doit se mettre dessus ou genre même constant. Oui, c'est pas maintenant que tu as besoin de cette capacité, cette compétence, mais tu vois bien que ça rapporte quelque chose. Mais sachant tout ça, il y a toujours comme des pros and cons. Comment que tu penses à tout ça, tout en respectant le non-overtime ou plus ou moins les sacrifices à faire pour ces opportunités qui se présentent une fois dans like in a lifetime maybe? Ça dépend de tes priorités à toi à ce moment-là. Donc, moi, en ce moment, ma priorité, c'est ma famille. Donc, ça implique ne pas faire d'overtime. J'en ai-tu déjà fait de l'overtime? Oui. Donc, à ce moment-là, c'est ta question à toi. Est-ce que il faut que tu te demandes c'est quoi ta priorité à ce moment-là? Je me souviens, dans mes stages, j'en ai fait de l'overtime. Je veux dire, qui n'a pas fait de l'overtime dans des stages? J'en connais pas beaucoup. Mais à ce moment-là, ma priorité, c'était mon stage. Donc, ça dépend vraiment à ce moment-là de ta vie, c'est quoi ta priorité. Puis, quand c'est clair pour toi, c'est quoi ta priorité, ça devient clair pour toi qu'est-ce que tu dois faire pour l'atteindre. Donc, quand tu es dans ta période de grind ou à la fin de ton doctorat, puis que ça devient ça ta priorité. Fait que je dis pas de ne pas faire d'overtime à ce moment-là si tu ressens le besoin. Mais si tu sens que tu passes trop de temps sur une tâche, peut-être que tu peux prendre un temps d'arrêt puis te demander est-ce que je fais vraiment cette tâche-là de la manière la plus efficace? Est-ce que j'ai des collègues qui sont en train de faire toute la même chose que moi, puis peut-être qu'eux autres, ils le font d'une manière différente, plus efficace, plus optimisée? Puis à ce moment-là, non seulement tu bâtis, toi, ton apprentissage, tu bâtis ta relation avec ces personnes-là, tu t'en rends même pas compte, mais tu es en train de faire du réseautage. Puis dans 10 ans, il y a quelqu'un avec qui tu as fait ton baccalauréat qui t'invite à une soirée balado. Donc, c'est une pierre 3 coups. D'aller voir les autres, qu'est-ce qu'ils font, puis d'apprendre de ça. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui a un esprit d'optimisation des processus. Mais quand je trouve que ça n'a pas de sens, puis ça fait 15 minutes que je gosse sur une affaire, là je vais dire, OK, qui est bon comme ça là-dedans dans mon équipe? Là? À qui je peux aller voir pour lui dire, comment tu fais ça, toi? Parce que ça n'a pas de sens. C'est pas censé prendre ce temps-là. On a toutes des personnes comme ça dans notre vie. Puis des fois, c'est quelqu'un à l'école, mais des fois, j'appelle ma mère, « Hey, ça n'a pas de sens, je suis plus capable. Là. Qu'est-ce que je fais? » Fait que, fais-toi confiance, prends un moment de recul,
Dis-toi, OK, c'est quoi ma priorité? Oui, c'est ça. Est-ce que je le fais de la meilleure manière que je pourrais faire? Qui je peux aller voir comme support? Puis, tu vas avoir tous les outils qui, tranquillement, vont s'ajouter dans ton coffret à outils pour avoir un meilleur équilibre dans tout ça, qui te ressemble. Merci beaucoup. Je pense que cette réponse aide beaucoup à choisir leur priorité sur leur projet, à être dessus durant des études qui est très demandant des fois. Une autre question que j'ai hors sèche, parce qu'en pensant, genre, l'audience pour ce balado, c'est vraiment les étudiants qui sont fin de leur doctorat. Et c'est un gros grind à cause de la défense, la thèse et tout ça. Mais on a parlé beaucoup de recherche de travail, recherche des opportunités, des compétences, et vous avez commencé ça très tôt. Mais les étudiants qui n'ont pas ça jusqu'à peut-être leur doc, ou même pas encore. Et il y a des étudiants qui pensent toujours « Ah, on va chercher mon emploi de mes rêves, mes opportunités après mon doc. » Et on s'est parlé avant, mais je pense que c'est très... ça vaut la peine d'en parler plus devant les étudiants qui devraient penser à... Est-ce qu'ils devraient penser bien à regarder ça avant la fin? Oui, absolument. Comme je dis, moi, j'ai un peu été chanceuse dans le sens que j'étais à mon bac à temps partiel, puis là, je cherchais un travail à temps partiel. Donc, un peu par chance, j'ai commencé à travailler avant le temps. Mais c'est un peu fou de dire, moi, j'ai 7 années d'expérience dans mon domaine, puis j'ai fini mon bac il y a 6 ans. J'ai fini ma maîtrise il y a 1 an. Donc, ça a été absolument un avantage. Parce que quand je postule, les gens, ils regardent, oui, que j'ai le minimum au niveau des diplômes, mais la deuxième chose qu'ils regardent, c'est combien d'années d'expérience que j'ai. Puis bâtir cette année d'expérience-là le plus tôt que tu peux. Aujourd'hui, sachant ça, je me dis, j'aurais même pu commencer encore plus tôt. Oui, j'exagère, là, mais il n'est jamais trop tard pour bâtir de l'expérience, mais il n'est jamais trop tôt non plus. Donc, tout ce que tu fais, c'est pas perdu. Quand tu te mets à 150% la tête dans ton doctorat, c'est pas perdu. Puis si tu mets un plus bas pourcentage pour pouvoir travailler sur le côté, c'est pas perdu. Moi, j'en ai vu plein de chemins, puis il n'y a pas un chemin qui est perdu. Puis je dis toujours à n'importe qui veut bien m'entendre, vous n'avez pas le choix aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, le chemin que tu prends, c'est le bon. Puis juste le fait que vous écoutiez ce genre de balado-là, le fait que vous alliez à des soirées carrières, c'est la preuve que vous avez déjà commencé le processus mental, c'est la preuve que vous êtes déjà sur le bon chemin. Donc, de ne pas s'inquiéter si vous n'avez pas encore commencé. Puis, justement, là, vous avez le message de peut-être je devrais commencer à y penser. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on peut arriver un peu à la conclusion de ce balado. Bien, merci beaucoup, Marie-Lou Bouffard, pour cette conversation qui est très, très inspirante. Ton parcours, tu l'as bien illustré. Comment la curiosité, l'adaptation et le leadership peuvent transformer ta carrière scientifique. Puis merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Marie-Lou, c'était vraiment un bel épisode. Tu as pu donner des astuces honnêtement qu'on ne peut pas trouver ailleurs, je ne vais pas vous mentir. Donc merci aussi à tous ceux qui sont dans le public. N'hésitez pas à rester juste après pour discuter entre vous, discuter avec Marie-Lou. Et puis oui, vous savez déjà, les boissons et les collations sont là-bas. Donc, c'est ça. Merci un peu à tout le monde, surtout à l'équipe technique. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec un invité du milieu biomédical. D'ici là, continuez à développer vos compétences de pro et bâtir votre réseau. Merci beaucoup.